Bonjour, c'est Crypto j'espère que vous allez bien. Oui, on a eu une correction. Est-ce que c'est la grosse correction qu'on attend dans le cycle? La réponse est clairement non. Je vais vous expliquer pourquoi. Vous expliquer pourquoi on a eu cette correction, pourquoi les alts ont beaucoup plus corrigé que Bitcoin. Vous allez tout comprendre. Et on commence tout de suite par la liquidation de 1,7 milliard de dollars qui ont disparu du marché, dont 1,5 milliard de longues. Concrètement, ça a été liquidé, et quand on regarde d'où ça vient, majoritairement des autres, des ETH, et un petit peu de BTC, mais surtout, vraiment, des altcoins. Donc ça a été une purge du marché des altcoins, parce que quand on regarde un petit peu la chute de BTC, c'est pas un reflet de cette liquidation, on est quand même loin, très très loin de cette liquidation, et quand on regarde le total market cap, qui représente la totalité des cryptos, bon, ben, oui, on a purgé un petit peu, mais ça reste 6%, c'est pas grand chose. Sur BTC, c'est pareil. On a eu 6% dans une journée, dans une mèche, mais est-ce qu'on peut dire que c'est de la liquidation? Bah, pour ça, on revient en arrière. Ça, c'est une correction mi-cycle, d'accord? BTC, top. En bas, on voit qu'on est à moins 30%. Si on regarde des bougies journalières dans cette liquidation, pareil, on prend celle-là, ici, on a 15% la journée. D'accord? On est très très loin de ça. On ressemble plus à ce type de correction-là, qui sont quand même un petit peu plus agressifs que ce qu'on a pu connaître, c'est du 15%. Bon, là, on a eu, oui, 6%. Pourquoi ça a fait mal? Bah, ça a fait mal parce que majoritairement, c'était sur les altcoins qu'on a souffert. BTC, lui, a un petit peu corrigé, mais somme toute, on a maintenu les précédents lots. Donc, on est toujours dans une dynamique qui est plutôt haussière, et on a vraiment purgé les altcoins. Mais d'où c'est venu tout ça? On va revenir sur les accords en quelques instants. Mais qu'est-ce qui s'est passé sur BTC, sur la crypto en général? Est-ce que c'est un phénomène pur et dur technique? Est-ce qu'il y a eu des nouvelles? Oui, il y a eu des nouvelles. Mais de là à dire qu'il y a eu que des nouvelles, je ne pense pas. Il y a une partie technique, je vais vous montrer tout à l'heure, notamment sur le Nasdaq. Mais avant d'aller plus loin, si vous voulez en savoir plus sur la crypto tous les jours, c'est simple, pensez à liker et à vous abonner. Et on attaque tout de suite avec pourquoi ça a posé problème au niveau de BTC. Google a annoncé lancer une nouvelle puce qui va être une puce quantique qui permet de pouvoir casser un certain nombre de limites, et c'est une puce qui est à 105 qubits, qui est quand même énorme par rapport à ce qui existe actuellement sur le marché. Donc on a une évolution forte de ce côté-là. On dit qu'on se rapproche petit à petit du fait de casser la cryptographie. C'est un petit peu ce qui en ressort dans cette nouvelle génération de puces, parce que c'est exactement ça, on est en train de sortir une nouvelle génération de puces. On sait très bien que l'ordinateur quantique existe déjà depuis un paquet d'années, mais est en cours d'évolution. On sait très bien que c'est en train d'être travaillé. Si vous ne savez pas à quoi ressemble un ordinateur quantique, ça ressemble à ça, d'accord? C'est très très loin d'être votre PC portable. On est dans quelque chose qui est très spécialisé. Et pourquoi on a peur par rapport à ça? Est-ce que c'est vraiment la fin de la blockchain? Je vais être très franc avec vous, non. Pas du tout, on en est même très très loin. Pour moi, l'évolution que l'on a vue là, c'est une évolution qui est importante parce que l'ordinateur quantique n'est pas lié que à la cryptographie, mais est lié à des problématiques que l'on ne peut pas casser, des limites fondamentales qu'on ne peut pas casser avec l'ordinateur classique. Et l'ordinateur quantique est là pour faire de la recherche et n'est pas là pour de l'utilisation classique. En tout cas, pas avant des décennies, et même avec l'évolution que l'on a vue là, on en est très loin de la rupture de la cryptographie, qui aurait un impact d'ailleurs drastique, pas que justement sur la blockchain et les crypto-monnaies, mais sur beaucoup d'autres éléments, que ce soit ne serait-ce que les cartes Visa, que ce soit les transferts monétaires qu'il y a actuellement, que ce soit les systèmes de cryptage d'informations qui existent à travers les différents gouvernements, à travers les différentes plateformes. Globalement, ce serait une remise en question de comment aussi fonctionne Internet, parce qu'on se base sur, pareil, des systèmes de cryptographie qui sont un peu identiques à la blockchain. Donc, on en est encore très loin, ça va avancer petit à petit, mais ça remet en exergue ce qui va se passer par la suite. Mais est-ce que c'est vraiment une menace pour la blockchain et la crypto-monnaie? Non, on est loin, et même dans tous les cas, si on se rapprochait, on a les équipes de l'ensemble des blockchains, que ce soit même Ethereum, que ce soit Bitcoin, bref, toutes les grosses sont en train de se préparer à ça, et ont même toutes des solutions plus ou moins rapides à déployer pour être justement quantum proof, c'est-à-dire offrir une sécurité, un cryptage supérieur à ce que l'ordinateur quantique pourrait à jamais décrypter. Donc on est quand même plutôt large, mais on a un effet de marché. Effet de marché qui a eu peur par rapport à ça, parce qu'encore une fois, les personnes ne sont pas informées par rapport à la réalité,
et aussi parce qu'on a eu un mouvement de marché assez fort sur le Nasdaq, dans lequel, et S&P 500, dans lequel on a corrigé, on est dans une phase de stabilisation au-dessus des 21 000 points, donc c'est normal à un moment donné de consolider, et c'est quelque chose qu'on en avait déjà vu. On avait des mouvements de marché où BTC ne réagissait quasiment pas, et ça c'était vraiment, on pouvait se poser des questions. Alors que là, on a eu vraiment un rattrapage qui s'est effectué, et un rattrapage qui a fait souffrir MicroStrategy, mais malgré ça, on voit que MicroStrategy continue à acheter 21 millions de Bitcoin pour à peu près 2,1 milliards de dollars. Alors, est-ce que c'est les seuls? Non, encore une fois, on a toujours ici les différentes institutions qui sont en train d'acheter à travers l'ETF Spot Bitcoin, 479 millions de dollars qui ont été injectés. C'est le cas aussi pour Ethereum. Ethereum, 83 millions de dollars qui ont été injectés. Donc non, les institutions continuent à acheter. Il n'y a pas de peur plus que d'annonce, en fait. Et ça, encore une fois, il faut le prendre comme élément concret et prendre un maximum de recul. Par contre, on va pas se cacher que MicroStrategy continue à se prendre une claque. Ça, on en avait parlé. Étant donné que leur pari, c'est faire du levier sur Bitcoin en levant de la dette avec leurs actions, forcément, on va avoir une pression baissière qui va être beaucoup plus importante au niveau de MicroStrategy. Et on est toujours dans la zone 382,05, mais on voit bien qu'on a beaucoup plus de volatilité sur MicroStrategy que sur BTC, et MicroStrategy en souffre. À côté, on a d'autres nouvelles, comme par exemple le Salvador, qui propose d'alléger l'acceptation de Bitcoin au niveau de son pays contre un prêt de 3 milliards de dollars du FMI, donc le Fonds monétaire international. On savait que ça allait arriver, et que c'était un moyen de levier du Salvador depuis un certain temps. Justement, le Bitcoin était un moyen de faciliter aussi l'évolution du pays, l'entrée de nouvelles technologies au sein du pays, mais aussi un vecteur de négociation auprès du FMI, et on voit que ça a joué énormément. Et je pense que c'est un effet de nouvelle qui a entraîné la correction de BTC. Mais jusqu'où on va s'arrêter? Est-ce que c'est terminé? Est-ce que c'est les soldes? Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement sur les altcoins? Je vais vous expliquer tout ça. Mais avant, il faut pas louper une nouvelle importante. Une nouvelle importante, c'est le lancement, on en avait parlé légèrement hier, qu'il allait avoir une grosse nouvelle sur l'intelligence artificielle, c'est sorti, ça y est, Sora est sorti. Donc ces nouveaux produits d'OpenAI, si ça ne vous parle pas, je vais faire très simple, les vidéos que vous voyez là sont générées par l'intelligence artificielle à partir d'une phrase. Alors j'abuse un petit peu, c'est un peu plus qu'une phrase, mais c'est un prompt, et j'aime beaucoup celle qui est ici, avec le petit sushi qui se met justement à danser, mais c'est pour vous montrer que on commence à avoir des effets d'annonce. J'avais parlé à plusieurs reprises du fait que OpenAI a l'habitude en fin d'année de faire des séries d'annonces, et ça y est, ils ont sorti un énorme produit. Je pense que ça, c'est à peu près l'équivalent du text-to-image, donc c'est-à-dire par exemple d'un mid-journée en termes de révolution de l'industrie, à voir comment ça va être accepté. Malheureusement, on ne peut pas le tester en France. Sora n'est pas disponible en France pour l'instant, donc on le garde en tête. Encore une fois, je pense que c'est pas que la France, c'est l'Europe en général. Avec la réglementation autour de l'intelligence artificielle, bien évidemment, on est toujours un petit peu en retard. Et d'ailleurs, ne soyez pas en retard pour les nouvelles inscriptions autour de la bêta de Xify. Xify, c'est un logiciel que j'ai mis à disposition pour pouvoir suivre votre portefeuille, simplement vos achats, vos ventes, où vous en êtes, quelle est la répartition par narratif, quelle est l'évolution de l'ensemble de votre portefeuille, et ces multi-portefeuilles suivis en temps réel. On va réouvrir des places aujourd'hui, donc inscrivez-vous à la bêta, et au fur et à mesure, on réouvrira petit à petit des places, donc réservez votre place tout de suite en vous inscrivant, c'est en commentaire en description, et encore une fois, c'est gratuit. BTC, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On avait parlé de cette zone de liquidité, techniquement. Là, je vous avais dit qu'il y avait une zone de liquidité à aller chercher dans cette zone-là. On voit que on a fait une mèche, on a été ravalé sur cette partie-là. J'aurais aimé que ce soit plus profond, j'aurais aimé qu'on casse les 94 000, aller chercher ici ce bloc-là, ce support qui est vraiment très puissant pour avoir un retour beaucoup plus fort. Bon, on l'a pas cherché, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas aller le chercher bientôt. Mais si on était allé le chercher et qu'on avait une réaction assez forte, on aurait été sûr d'aller chercher beaucoup plus haut et retourner au niveau des 104 000 $. Là, c'est pas le cas. On voit qu'on est en train de grinder petit à petit. C'est un petit peu l'état du cours. On voit ici le RSI qui est en train de chuter, donc c'est-à-dire simplement le momentum qui est en train de réagir à la baisse, de respirer, ce qui est en même temps normal. On a atteint les 100 000 $. Donc il faut du temps. On est allé chercher la liquidité. Ok.
Mais si on regarde un petit peu ce qui s'est passé historiquement et qu'on compare un petit peu avec une pattern qui est déjà existante et qu'on connaît, c'est celle qui a fait la rupture des 45 000 $, avec l'annonce du lancement des ETF, je vous en ai déjà parlé, mais on va refaire le parallélisme. Ici, accélération haussière très forte, on maintient un niveau de liquidité, on est en train de compresser, ok, rupture haussière, on va chercher la liquidité qui se trouve ici, on fait une correction dans cette zone-là, puis ensuite on fait une accélération, et ensuite on corrige un petit peu plus seulement avant de repartir à la hausse. Ok, c'est un petit peu le même principe ici, d'accord, on pose un top, on va créer une correction que l'on retrouve là, on va compresser dans cette partie-là en allant chercher la liquidité, d'accord, qui est cette zone-là, on va retracer, qui est cette partie-là, et ensuite on réaccélère, on va chercher toute la liquidité au-dessus, et cette zone-là, et ensuite, on est dans la phase de correction. La grande question que l'on doit se poser, maintenant, c'est est-ce que cette phase de correction est terminée, ou si on va chercher un petit peu plus bas. Parce que oui, on est allé chercher la zone de liquidité que je vous ai montré, hop, ici, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres zones de liquidité, notamment dans le CME, le Chicago Mercantile Exchange, qui est différent du Total Index, d'accord, donc il y a des mèches différentes, étant donné qu'il ne fonctionne pas le week-end, et ben là, on a quand même une mèche à 94 000. C'est pour ça que je vous dis que j'aurais bien aimé qu'on casse ces 94 000 pour pouvoir repartir, parce que là, il va falloir se poser des questions. Est-ce qu'on va chercher plus bas ou pas? Et on a des éléments d'indication. Alors là-dessus, on a deux scénarios. Le premier, c'est ici la mise en place d'un canal haussier, plutôt classique, où on voit que ça fonctionne plutôt bien. On a ici et ici, on a le canal du milieu qui sert bien de résistance. On voit bien qu'on a des fluctuations ici, 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 et toute cette zone-là. Donc globalement, on a quand même une belle mise en place de canal, avec ici un bon respect, on a quelques oscillations en dessous, mais somme toute, ça maintient plutôt bien, on a une belle réaction dessus. Là-dessus, ça sous-entendrait qu'on irait chercher dans les alentours des 101 000 $, une résistance dessus, pour voir soit on va chercher plus bas, soit on casse plus haut, et on consolide. Ça, c'est la première vision, qui est une vision importante, mais qui n'est pas la seule. Encore une fois, on va dézoomer un petit peu par rapport à ça. On aurait aussi une autre vision qui est pareil, une impulsion baissière en retracement, et on attend la deuxième impulsion baissière qui serait beaucoup plus forte, et aller chercher ici les 90 000 $, 89 000 $. Donc on irait chercher toute la liquidité de la rupture des 100 000 avant de repartir à la hausse. Ça sous-entendrait encore une baisse par rapport au niveau actuel, d'accord, pas par rapport au début de la baisse, mais encore une baisse de 8 à 10%, donc quelque chose qui pourrait faire mal. Je ne suis pas de cette école-là, je pense que oui, on peut aller chercher un petit peu plus bas, retester cette zone-là qui nous attend dans les 94 000 $, pourquoi pas, ce serait tout à fait cohérent. On voit un RSI qui a un petit peu plus de mal, on voit le Nasdaq qui est en phase de consolidation, on voit qu'on est allé chercher les liquidités de la partie basse qui a été effectuée, mais c'est pas suffisant, d'accord, on est allé chercher ce pool de liquidités, on n'est pas allé chercher celui-là, on n'est pas allé chercher tout cela, l'imbalance qui se trouve sur cette mèche, qui est la mèche de liquidation qu'on avait vu la dernière fois, mèche de liquidation qui n'avait pas touché les altcoins, d'accord. Donc là, les altcoins seront impactés, on voit que BTC, ça change rien, BTC, on continue ici au niveau des top traders à avoir une tendance qui est haussière, donc ça veut dire que c'est racheté. On voit ici l'open interest qui est toujours en action haussière, donc ça veut dire qu'on a toujours des leviers qui sont en train de se construire sur BTC, et on a un funding rate qui est plutôt flat, qui n'est pas en cours d'expansion, donc qui est plutôt maintenu, donc on n'a pas de vecteur d'aller liquider plus que ça de ce côté-là, et quand on regarde, on a surtout racheté ici ce dip. On avait racheté le précédent, on avait racheté tous les dips de base, et là on continue à racheter, et on voit que c'est même le rachat le plus fort qui a été effectué sur BTC. Par contre les alts ont souffert, d'accord. Je vous ai montré cette image, c'est pas pour rien, on a des alts qui ont pris jusqu'à moins 25%, donc ça a fait très mal, on a vidé totalement le funding rate sur l'ensemble des alts. Clairement ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a reset ici tous les leviers qui étaient en train de partir FOMO à x100 sur les cryptos. Encore une fois, faites bien attention à votre capital, ne surjouez pas ce capital, je suis sûr qu'il y a beaucoup de personnes qui sont fait liquider, j'espère que si vous suivez la chaîne depuis un certain temps, ce n'est pas votre cas, mais ça nous rappelle vraiment que BTC est maître et qu'à un moment donné, il y a des respirations qui se font et qui font très mal aux cryptos, et notamment quand on regarde la dominance Bitcoin, donc c'est-à-dire la force de BTC par rapport au reste des altcoins, on voit qu'on est remonté à 56-57%,
je vous avais dit que ces 55% étaient compliqués et que ça ne voulait pas dire que c'était le début de la alt season. Bon, il fallait impérativement casser, avoir quelque chose qui soit un peu plus fort de ce côté-là pour bien marquer. On voit qu'on a une réponse au niveau de BTC. BTC domine toujours et on a liquidé une grosse partie des alts. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'alt season, ça veut simplement dire qu'on est toujours dans un travail haussier du prix avec des clusters de liquidation. C'est un marché qui est dangereux. Le marché n'est pas votre ami, ne l'oubliez pas. Le marché est là pour faire de l'argent, que ce soit avec votre argent, que ce soit avec l'argent de quelqu'un d'autre. Donc ne l'oubliez pas, soyez vigilants, faites attention à vos leviers et surtout profitez de ces opportunités pour voir si oui ou non dans votre stratégie vous pouvez renforcer, à quel point vous pouvez renforcer, sur quel niveau, en prenant en considération qu'on peut oui aller plus bas, mais que ce n'est pas une certitude et que c'est à vous de profiter de ces opportunités que le marché nous offre, surtout si vous avez bien préparé votre plan en avance. J'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas, likez, partagez et abonnez-vous et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.